Peut-être avant de commencer le débat et les questions des spectateurs, peut-être pourrais-tu revenir sur l'origine du film, de ton projet et ta rencontre à contretemps avec Victor Slepian? Alors, donc, oui, son nom c'est Victor Atemian dans le film et Victor Atemian dans le film et Vladimir Slepian dans la vraie personne que j'ai. Pardon, j'ai eu un moment de. Je me suis dit, tiens, un truc. Je l'ai pas rencontré effectivement du temps de son vivant, mais l'origine du film, c'est tout simplement des amis de mes parents qui l'avaient connu et qui ont, à un moment donné, m'ont parlé de lui et voilà, ça m'a beaucoup frappée parce que c'était une histoire d'immigration, une histoire de traversée du siècle après-guerre, une histoire du Paris intellectuel, des écrivains, de sacrifier sa vie d'une certaine façon, ou en tout cas de engager toute sa vie dans l'écriture et donc dans l'art, et puis une histoire de disparition comme ça, une histoire de singularité aussi parce que son caractère était très très fort, très singulier, très surprenant, et tout ça me paraissait une matière filmique en tout cas qui moi m'a séduit et voilà, il s'est passé quelques années entre le moment où j'ai entendu parler de l'histoire et où j'ai pu vraiment écrire le film avec une co-scénariste, Élodie Monlibert, et puis ensuite encore quelques années avant que le film puisse se tourner. Mais ça n'a pas cessé de me travailler pendant tout ce temps, et voilà d'où vient le film, en gros. On va passer tout de suite aux questions. J'avais pas mal d'éléments parce que j'ai pas mal passé de temps à enquêter sur lui, donc j'avais récolté comme ça un corpus d'éléments, d'anecdotes. J'avais vraiment une image de lui qui était assez forte, en plus de quelques photos. Donc c'est vrai que c'était quelque chose d'assez puissant, hein, qu'il était assez difficile pour un acteur d'arriver à cette force de caractère, même physique. Alors j'ai cherché un certain temps, il fallait de toute façon quelqu'un de très très mince, voire maigre. Et puis j'ai cherché pas mal parmi les étrangers, mais aussi parmi les Français. Et puis j'avais vu par hasard César Saracho dans un film des frères Quay qui s'appelle L'accordeur de tremblement de terre. L'accordeur de tremblement de terre. C'est des cinéastes très très singuliers. J'avais remarqué ce visage émacié, donc j'avais noté. C'était une époque où je commençais déjà à noter des noms d'acteurs. Donc je l'ai retrouvé, il était quelque part en Europe, et c'est vrai que c'est un acteur pas mal de théâtre, mais aussi de cinéma et de télévision, et qui a une palette assez large. Donc c'est quelqu'un d'hypersensible, qui fait pas mal de propositions, mais toujours dans la sensibilité, dans la douceur, voilà, c'est pas du tout un histrion. Et il a donc une grande force de proposition, il est très précis, très technique, et en même temps il est très doux, et donc c'était aussi voilà, gagner quelqu'un qui amenait un savoir-faire assez important au film. Il était capable d'être très très précis, et en même temps pour lui c'était un vrai défi. C'était vraiment intéressant d'incarner quelqu'un sur une vingtaine d'années comme ça, un immigré russe, donc je crois que pour lui ça a été un rôle intéressant, et ce qui l'intéressait c'était la partie physique aussi, la marche, comment la marche se dégrade, comment le corps obéit de moins en moins, se raidit, devient comme un peu celui d'un pantin. Alors ça, il a mené par lui-même son propre travail aussi de ce côté-là, et puis on s'est un peu vu pour des répétitions, et donc on est passé comme ça sur toutes les scènes les plus importantes où il y avait comment il écrit, comment il s'assoit, comment il se lève, comment il bouge, comment il réagit, quelle est sa colère, etc. On a vu tout ça tous les deux ensemble. Donc je dirais que dans mon souvenir c'était assez fluide, quoi. Il y avait des propositions qui m'ont paru en général assez rapidement, très naturelles de la part de César. Alors après je l'ai quand même dirigé, corrigé ou je sais pas quoi, mais ça s'est bien passé en une espèce de symbiose comme ça. Et sa douceur naturelle, je trouve, apporte vraiment quelque chose au film. Le personnage, la personne réelle est, je pense, plus dure, beaucoup plus dure, plus rocailleux, oui, plus dur. Et il joue ça, c'est la partition qu'il joue, et en même temps, lui, il apporte une espèce d'humanité, quelque chose
de fragile, de tremblant et qui appelle l'empathie du spectateur et qui, je pense, permet l'empathie, si empathie il y a, mais en tout cas qui permet au spectateur de pas être complètement devant un mur de sévérité, quoi, que pouvait être par certains côtés l'écrivain réel, d'après ce que j'en ai compris et d'après ce qu'on m'en a décrit. Donc voilà, c'est un acteur très riche. J'y ai peut-être jamais pensé de manière aussi directe, mais c'est vrai que oui, un plan, en tout cas quand on tourne, quand on n'en tourne pas beaucoup, c'est vrai qu'on n'avait pas le temps d'en tourner énormément, donc il fallait bien se demander ce qu'on allait tourner. Déjà, on s'était bien posé la question en amont, et donc c'est vrai qu'il y a une attention très grande aux objets et aux visages et aux êtres et tout ça, et que ça contredit une espèce de flux c'est la même idée qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire c'est le contraire du flux en fait, du flux indifférencié. C'est le contraire de l'indifférence peut-être, c'est l'attention. Je dirais que là, le son, il était en partie refait, mais pas dans cette séquence-là. Donc, c'est intéressant parce que l'ingénieur du son est la même personne qui a mixé le film, ce qui est plutôt rare. Donc, il a assuré d'une certaine façon la continuité, ou en tout cas le début et la fin de la chaîne sonore. Donc, ça reflète pas mal son attention à lui, qui est quelque chose de très sensible, très fin, très équilibré. Et c'est vrai que parfois j'ai l'impression que moins il y a de sons différents et mieux on les entend. Donc j'aurais peut-être tendance à dire qu'il fallait plutôt raréfier les sons, les couches sonores. Alors il y a quand même un travail de montage son important et tout, et voilà, la construction sonore du film elle est quand même compliquée, mais peut-être que le film est fait de telle façon à ce qu'on puisse là aussi prêter attention plus que se laisser noyer par soit de la musique forte et entraînante, soit que je peux adorer par ailleurs dans le cinéma, mais j'aime bien aussi quand au contraire le cinéma un film nous fait dresser l'oreille, voilà, nous fait dresser l'oreille parce que c'est peut-être ce qu'on fait pas trop dans la vie de tous les jours, on dresse pas trop l'oreille, donc là le cinéma c'est pour dresser l'œil, dresser l'oreille. En même temps, il y a des thèses selon lesquelles le son ou le mixage c'est l'inconscient vraiment du film. Normalement, on n'y fait pas, enfin tout un chacun normalement n'entend pas le mixage d'un film, quoi. Moi j'avais même eu une théorie un peu brève à un moment où j'ai dit c'est trop compliqué le mixage, il faut bâcler ça, personne n'y fait attention, de toute façon après dans les salles ça devient n'importe quoi, pourquoi on s'embête? Dans une espèce de mouvement un peu de rage des fois où tout le travail qui a été accompli est complètement trahi par des conditions de projection autres. Et puis quelqu'un m'avait dit non, une cinéaste m'avait répondu mais tu te trompes complètement, toute la bande son c'est l'inconscient du film et tu peux absolument pas bâcler ça, au contraire il faut le chiader au maximum et c'est ça qui impressionne le spectateur plus que l'image, sans qu'il le sache. Alors, c'est dommage que le compositeur soit pas là. Arnaud Salé, il avait en charge de composer toute la musique du film dans quelque chose de plutôt minimaliste, pas trop présent, pas trop insistant, et en même temps qui raconterait une marche là aussi, des époques, mais sans les nommer spécifiquement. Je voulais pas de chansons d'époque, je voulais pas du tout de choses sonores très prégnantes et un peu insistantes comme ça. Donc il a fait plusieurs essais, notamment avec du piano préparé. Et puis pour finir, à un moment donné, en bidouillant, il a décidé qu'il ferait tout à la guitare, parce qu'il s'est rendu compte que l'unité pouvait être intéressante pour le film. Alors il a quand même cherché des types de sonorités différentes avec cette guitare. Je crois qu'il l'a désaccordée, il avait peut-être même différentes guitares, donc il l'a tapée, il l'a pincée, mais de différentes façons. Et voilà, à la fin il m'a dit non mais je change de... C'est lui qui a trouvé ça, quoi. Et la guitare c'était pas mal, parce qu'il y a pas mal de films français comme ça où la petite musique qu'on entend c'est du piano. Et je crois que je sais plus, j'avais peut-être dit pas de piano, quoi, parce qu'on avait trop entendu.
Et la guitare, ça changeait un peu, c'était un peu inattendu voilà, un peu inattendu, je trouvais. Et finalement, moi, ça m'a bien plu, cette proposition de trouver une unité, de faire quelque chose de minimaliste, qui peut être à la fois doux et pincé, qui implique aussi une espèce il y a quelque chose de métronomique aussi dans la guitare, une pulsation comme ça, régulière, qui rappelle le temps qui passe aussi, enfin voilà, quelque chose d'intemporel aussi. Je sais pas, mais je pense que la dernière séquence, c'est vrai que c'est une des séquences les plus fortes. Je savais que c'était la dernière séquence du film et je me souviens particulièrement de ce moment de tournage-là, ça c'est sûr. Il y avait un truc d'instantané comme ça où il fallait qu'on saisisse en 2 heures de temps à cet endroit très fréquenté de Paris quelque chose d'hyper important pour le film. Et là, il s'est produit un petit miracle parce que tout s'est quand même enchaîné exactement comme j'aurais pu le souhaiter. Et voilà, ça racontait vraiment ce que je voulais que ça raconte ou ce que j'aurais pu prévoir. Je pense que c'était écrit exactement comme ça et tout s'est bien passé. Après, est-ce qu'il y a d'autres moments je sais pas, quand on tourne un film comme ça, on est pas mal en état d'apesanteur, quoi. C'est un peu comme une drogue. On voit plus du tout le temps passer. Enfin, ça passe très 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 vite. Ouais. Bah, c'est vrai que on y avait pas mal pensé. On y est allé tôt le matin. Il y a quand même des comédiens entre guillemets. Enfin, la jeune femme qui s'arrête évidemment est une comédienne. Les deux serveurs des Deux Magots sont nos complices. Viennent des Deux Magots mais sont briefés. Enfin, savent ce qu'ils doivent jouer. Il y a quelques figurants qui passent de nous, mais les gens en général qu'on remarque, quelques personnages qu'on remarque sont plutôt des gens de la rue. Alors on a fait chaque valeur de plan 3-4 fois, je sais pas. Et il y a quand même eu au milieu de la matinée là, enfin au milieu du moment où on était face aux Deux Magots, il y a eu quand même eu les secours, le SAMU qui est arrivé, qui s'est garé. Donc on a une prise avec le SAMU qu'on n'avait pas appelé mais que quelqu'un avait appelé. Donc tout ça pour dire il y a de l'indifférence, en tout cas je pense beaucoup aussi de gêne, de peur et tout ça. Je pense au moins autant que de l'indifférence. Hein. Je pense que personne n'est indifférent. En réalité, je pense que les gens fuient. Quelqu'un qui pense soit mort, et dans ce cas-là, il n'y a plus rien à faire, soit très malade ou ivre-mort, et ça va être vachement dur de le sortir de là, donc il fuit. Mais il y a quand même quelqu'un qui a appelé les secours, et puis, ma foi, non, c'est vrai que le reste du temps, les gens se sont pas arrêtés. Alors qu'est-ce qu'on aurait fait s'ils s'étaient arrêtés? Je sais pas. Mais vous aviez envisagé de le tourner en réel dès le début? Oui. Bah oui, parce qu'on pouvait pas bloquer les gens et mettre autant de figurants. Et puis en plus, il y a quand même un truc de la vraie vie que vous pouvez pas orchestrer, même quel que soit. Enfin, c'est très très compliqué d'orchestrer le naturel et je sais pas, j'ai tablé sur le fait que je sais pas ce qu'on aurait fait et on aurait avisé, je sais pas ce qui se serait passé, mais j'ai aussi espéré que la vie rentrerait dans le plan en partie telle qu'elle est vraiment, quoi, et c'est ce qui s'est passé. Et en tout cas les voitures par exemple, ça c'est vrai que c'était pas de notre fait, et la moitié des passants ou les 2 tiers non plus, donc après quand même enfin c'est pas pour les excuser, mais les passants ils voient qu'il y a quelqu'un qui est penché sur lui déjà, donc ça les arrange aussi pour partir, enfin voilà. Mais ça reste évidemment choquant, c'est bien le but de la séquence. Il y a quelques scènes coupées. Il y a une scène avec un prof. Il allait voir des cours à Normal Sup. Il y avait un échange avec un prof. D'abord dans la salle de cours, puis au café. On a coupé. Il y avait peut-être 1 ou 2 séquences de plus avec Irène et Daniel chez eux. Voilà, il y a quelques séquences coupées, mais pas énormément. On a monté l'essentiel du film. On a coupé avant tournage, en fait, beaucoup. On a coupé 25% du scénario avant tournage parce qu'on n'avait pas assez pour faire tout. Je pense que ce qui m'a séduit dans ce qu'on me racontait du personnage, c'était son entêtement énorme jusqu'à l'absurde et jusqu'à la perte, quoi. C'était vraiment le fait d'être entêté jusqu'à en mourir, ce qui est
à la fois beau et à la fois terrifiant, quoi. Donc oui, il y a l'idée de se dérober, de résister à un ordre des choses ou à une façon de vivre. Il y a tout ça, et en même temps, c'est bien aussi quelqu'un qui a eu un grand appartement, qui a voulu gagner de l'argent, qui a eu besoin d'en gagner par la suite. Donc, il est aussi par moments rattrapé par le concret des choses, quoi. C'est pas que un pur esprit. Et c'était important que le personnage ait des problèmes concrets, et que même s'il choisit beaucoup de les ignorer, enfin que on voit qu'il ne fait pas que les ignorer, quoi. Il est aussi intéressé par vendre des photographies pour de l'argent, etc., quoi. Qu'est-ce que je peux dire de ça encore? Ouais, c'est un espèce de roc, quoi, qui traverse le temps et l'espace, sans se laisser atteindre. Ce qui, encore une fois, ce que à la fois j'admire, et je pense très important, et je pense que c'est des figures qu'on peut idéaliser aussi, qui sont, oui, cet entêtement, cette façon même de se couper des autres, si les autres ne viennent pas à vous comme vous voulez. C'est à la fois très beau, je pense qu'il y a des exemples qui nous nourrissent et dont on a besoin, un truc d'idéal, d'absolu, quelque chose finalement d'assez romantique. Et en même temps, plus le temps passe, plus je trouve que c'est aussi affreux, en fait. J'ai aussi évolué, en tout cas dans ma perception, peut-être pas du personnage du film, mais de ce genre de choses, quoi. J'ai peut-être évolué, je trouve assez terrible, quoi, de tourner le dos à ses amis ou d'être trop fier. Voilà, la fierté, c'est à la fois très beau et à la fois il y a quelque chose d'un peu inhumain ou de tellement ouais, l'absolutisme, ben ça peut mener loin, quoi, dans le mauvais sens aussi. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que je le voyais par certains côtés comme une victime, ou en tout cas à la fin on peut le voir comme ça, et en même temps jamais seulement comme ça, jamais, principalement pas comme ça. Donc c'est en effet, il arrive à synthétiser les deux, oui, ce personnage, je pense. Et finalement, le vrai écrivain aussi, je pense qu'il contenait ça, quelque chose de complètement irréductible, donc on pouvait pas saisir, ni dompter, ni plier à quoi que ce soit. Et en même temps, ça lui a coûté très cher, et en même temps, voilà, on peut le pleurer, enfin pleurer sur son sort et tout ça, tout en sachant que c'est lui qui l'a en partie voulu. Enfin, il a vraiment les deux aspects, et c'est vrai que ça nous oblige à penser certaines choses, ouais. Ça nous oblige à penser le rapport à la différence de choix, de vie, ou à la différence tout simplement, quoi, ou même à la différence de capacité finalement. En fait, il y a eu beaucoup de choses détruites, à ma connaissance, hein, perdues, détruites, et il y a eu aussi il y a deux textes existants que j'ai mis du temps, que j'ai même, je crois pour certains, lu après le film, hein, mais il y a une pièce de théâtre en effet assez importante, assez épaisse, que j'ai essayé de faire publier, que lui avait essayé de faire publier, que ses amis ont essayé de faire publier après sa mort, que moi aussi j'ai transmis à des éditeurs, mais très difficile de faire éditer quelqu'un qui est mort. Déjà, c'est dans la masse de demandes d'édition, on part déjà avec un désavantage. Et puis il y a aussi un texte, les deux textes en fait dont il est fait mention dans le film, il y a un texte pamphlétaire assez étrange qui a failli être publié, et par la fierté de cet écrivain qui ne s'est pas entendu avec l'éditeur, qui demandait, je pense, je sais pas, qui voulait travailler avec lui, quoi, comme un éditeur, qui voulait échanger, et que j'ai rencontré après. Je lui ai dit, mais vous vous souvenez, vous avez vu il y a 15 ans et tout. Et puis il s'est souvenu. Il a dit, oui, moi j'ai senti que je pouvais pas du tout parler avec lui, que c'était ça ou rien, et qu'il y changerait pas une virgule, et moi ça m'intéressait pas, il a dit. Moi j'aime l'échange. Mais après, c'est vraiment deux façons de voir, hein. Moi j'entends les deux. J'entends le point de vue de l'éditeur, je pense, et puis je comprends aussi le point de vue de l'écrivain qui a travaillé un texte, et puis c'est celui-là, et on va pas commencer à mégoter ou à négocier, quoi.
Moi, dans le passé, j'avais déjà envie de faire autre chose, parce que le futur du film, il est déjà au passé. Et c'est vrai que le deuxième film est notoirement plus difficile à faire que le premier, je sais pas pourquoi. Enfin, si, parce qu'il y a des dispositifs d'aide spécifiques au premier film, en fait, tout simplement. Et donc, moi, j'avais un projet j'ai plusieurs projets, mais aucun n'était inspiré de la vie de quelqu'un. Et le projet que j'ai le plus développé était complètement différent. Alors, on pouvait imaginer, mais vraiment au maximum de la différence de celui-ci. En fait, il y avait bien sûr des points communs, mais dont je me suis aperçue qu'après coup. Et puis voilà, ce film, il a été en développement pendant des mois, des années, avec plusieurs producteurs. Il a connu beaucoup de versions de scénario, il a été aidé, il a été passé en commission, etc. Puis au bout de quelques années, on s'épuise en fait. Quand la mayonnaise ne prend pas, il faudrait tenir encore des années supplémentaires. Et là, moi, j'avoue que il y a eu un moment où sur ce projet-là, j'ai craqué. Donc voilà, j'ai d'autres projets de films, et j'en fais un en ce moment qui ne ressemble pas non plus à ce film-là. Je crois que peu de mes projets ressemblaient à celui-ci, et en tout cas aucun n'était basé sur la vie de quelqu'un qui avait existé. C'est vrai qu'on est forcé, enfin, moi en tout cas, c'est vrai que j'essayais d'avoir dans l'œil certaines choses, mais l'idée aussi c'est de pas non plus trop vouloir copier. Enfin, à la fois copier ça aide, parce que de toute façon on copie et puis on fait pas la même chose, mais en même temps, je m'étais ramenée auprès de la chef-op en lui parlant de Bresson, et puis elle m'a vite détournée, parce qu'elle voulait pas qu'on rentre dans ce jeu-là, quoi. D'abord, je pense que beaucoup de jeunes réalisateurs lui parlaient de Bresson, et puis peut-être c'était un peu stérile, quoi, de s'accrocher à ça. On allait de toute façon pas faire du Bresson, on s'en donnait pas non plus les moyens, donc ça n'allait pas être du Bresson, mais il y avait peut-être de ce que moi je retenais, ou de l'espèce de musique de Bresson comme ça que je pouvais retenir, je sais pas, un sens du cadre. Non, mais en même temps, je trouve que ça ressemble pas à Bresson, quoi. Donc. Mais en tout cas, oui, il y a des films comme ça qui, moi, m'ont habité, mais parfois c'est Hitchcock et c'est un raccord, quoi. Et tant mieux d'ailleurs, parce que oui, c'est vrai que moi, ça me porte en tout cas. C'est comme si je tendais le bras vers un fruit comme ça, et puis j'y arrive jamais, mais ça me porte. Ah oui, alors le projet actuel, c'est une fantaisie fantastique. C'est l'histoire d'une fille qui perd son amoureux et qui comprend qu'il est passé du côté du séjour des morts, mais qu'elle peut communiquer avec lui et qu'elle peut même peut-être le faire revenir. Donc elle va chercher par tous les moyens à se connecter, à lui parler, et puis lui, pendant ce temps-là, il vit sa vie, si j'ose dire, du côté du séjour des morts. Donc il y a quelque chose de fantaisiste et de fantastique à la fois, et c'est aussi une histoire d'amour qui se passe dans Paris, autour du fleuve Seine, entre autres, et voilà. Voilà, c'est un film que je fais par morceaux, que j'ai conçu en 2010 dans le but de le tourner à toute allure. Donc là, on est en 2013, il sera peut-être fini en 2014 si tout va bien. Donc c'est pour vous dire que ça se passe pas toujours comme on veut, et puis ça reste toujours très difficile de faire un film, quelle que soit la façon dont on le conçoit. Et même si ça va être très très simple et tourné en 3 semaines, avec pas de moyens, ça va pas marcher comme ça. Donc voilà, j'ai tourné en morceaux. J'en ai tourné une partie en 2012 et j'ai fait un court-métrage avec ça. Puis après, je l'ai repris cette année, je l'ai complété en essayant de tourner le moins de jours possible. Eh bien, merci beaucoup au TAP pour nous avoir permis d'organiser cette soirée. À vous d'être venus, et à Aurélie et Georges pour sa présence. Merci.